volcan. C'est un truc de malade. Regardez ma tête, regardez comme je suis fatigué. Je viens de passer 12 heures à l'intérieur d'un volcan. Mais vraiment à l'intérieur, là on est en plein dans le cratère. On est venu ici parce qu'à cet endroit, on peut observer des lacs de lave. C'est assez unique au monde, il y en a très peu. Et rien que pour rejoindre le cratère, c'est toute une petite organisation, une petite expédition. Oh, c'est chaud ça. On a fait un barbecue dans le cratère, on a dormi dans les coulées sèches, mais surtout, on vous a filmé des choses incroyables. Voilà ce qui vous attend dans cette nouvelle vidéo. Mais avant, il faut que je vous explique comment ce projet s'est créé. C'était long. J'ai mis 3 ans à préparer cette vidéo. L'aventure commence en 2018, quand j'ai rencontré une agence de voyage spécialisée dans la découverte des volcans. J'avais trouvé les meilleurs du domaine, Aventure et Volcan. Ils sont français, basés à Lyon, et ce sont des pionniers en matière d'expédition volcanique, reconnus mondialement. Allez, vas-y. Ouais, quand ils disent visiter des volcans, ils ne déconnent pas. C'est une famille qui tient cette agence, les Deux Saint-Cyr. Il y a Guy, le grand-père, la légende, complètement accro et fanatique des volcans depuis plus de 60 ans, son fils Tanguy et son petit-fils Morgane, tout autant passionnés. Avec eux, on a mis 3 ans à trouver la bonne destination, et surtout le bon moment. C'est Tanguy qui m'a contacté et m'a présenté le projet. Alors masque à gaz, c'est hyper important, parce que bon, on est dans un volcan actif, il y a des gaz volcaniques. Selon la concentration, ces gaz peuvent être assez nocifs. Enfin, je vais pouvoir les accompagner sur un volcan. Et ce sera au Nicaragua, au volcan Masaya. Pour cette vidéo, j'ai appelé Étienne en renfort pour filmer avec moi sur le terrain. Vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, notamment dans les vidéos avec Mike Horn. Les deux, on a pu s'incruster dans un groupe de passionnés de volcans. Ils ont tous beaucoup d'expérience sur ce genre de terrain. Vous avez pas l'odeur, mais c'est déjà... Ça prend déjà vachement le nez. Et il y a beaucoup de gens qui font le Masaya. Toi, tu t'occupes de beaucoup de groupes? Beaucoup de groupes, oui. C'est souvent des groupes scientifiques, c'est souvent des groupes comme toi, qui ont des permissions spéciales. Ici, c'est un parc national. C'est pas aussi facile que ça d'avoir les autorisations pour pouvoir descendre de cette façon-là avec Rodolfo. Avant d'aller plus loin, peut-être quelques mots sur les volcans. Ils sont la preuve avec les séismes que notre planète est active. On peut voir la Terre comme un œuf. Au centre, le jaune, c'est le noyau avec une partie dure enrobée de matière liquide. Il fait environ 5000 degrés. Puis le blanc, c'est le manteau, où il fait jusqu'à 1300 degrés. C'est là, à une profondeur de 100 km environ, que se forme le magma, qui est de la roche fondue. Et enfin, la coquille, qu'on appelle la croûte, la partie sur laquelle nous vivons. Très fine, elle varie entre 10 et 70 km de profondeur. La croûte et une petite partie du manteau sont cassées en de nombreux morceaux. Ce sont les plaques tectoniques. Leur mouvement donne naissance aux montagnes, aux océans et aux volcans. C'est à la limite de ces plaques que se produisent la majorité des séismes et des éruptions volcaniques. Il y a différents types d'éruptions. Elles permettent tout à la Terre de transpirer et d'évacuer sa chaleur. Les plaques tectoniques s'écartent, se rencontrent. À certains endroits, une plaque tectonique plonge sous une autre. C'est le cas dans la région de l'océan Pacifique. Du coup, l'océan est totalement entouré de volcans. On appelle même cette région la ceinture de feu du Pacifique. C'est là que se déroulent 90% des éruptions volcaniques du monde. Et c'est là que se trouve le Nicaragua et notre fameux volcan Masaya.
C'est l'un des 7 volcans actifs du pays. Il possède 4 cratères sommitaux et nous allons visiter l'un d'entre eux, le Santiago. Parce qu'il possède quelque chose de très rare actuellement dans le monde, un lac de lave en fusion qu'on peut observer. On en aura déjà parlé dans la vidéo, mais j'ai quand même à côté de moi une légende, un pionnier dans on dit quoi, la volcanologie ou... Volcanologie, ouais. Qui a fait tellement de volcans, tellement de voyages, t'as été un pionnier pour t'as ouvert des voies. Ouais, j'en ai ouvert pas mal. et quand tu racontes une histoire, on dirait que c'est de la science-fiction ou un film d'action, tellement c'est incroyable en fait. Et c'est avec cet homme aujourd'hui en partie, avec ce que vous faites avec votre famille, qu'on va les suivre et... c'est grâce à eux qu'on peut aller à l'intérieur de ce volcan. Ben écoute, on a descendu déjà beaucoup de gens un peu sur tous les volcans du monde. Hein. Ce type est juste hallucinant. Il fait partie des rares personnes à avoir visité quasiment tous les volcans du monde. Mais c'est surtout la façon dont il le fait qui est intéressante. Une sorte de pionnier aventurier. Venez voir la lave qui défile, venez voir. 30 cm de nous là, regardez. Il a aussi ouvert des voies et des chemins pour l'observation de certaines zones très dangereuses. Je vous conseille tout simplement d'aller lire son livre, vous comprendrez mieux le phénomène. Quand j'ai rencontré pour la première fois Guy, il venait de voir la vidéo que j'avais réalisée à Fukushima. Et il m'a dit, toi il faut que tu viennes avec nous. T'es prêt à nous emmener à l'intérieur de ce volcan incroyable? Ah ouais, je suis prêt. Moi je suis toujours prêt à descendre. Hein. Et ça sera la première fois que je descends dans un fauteuil, dans un lac de lave. Là c'est VIP un peu. Hein. C'était au départ, c'était pas une tyrolienne, c'était un treuil. Et quand on a testé le treuil, les deux étaient arrivés en bas, dont Alfonso. Ils se sont mis à l'abri sur le côté et il y a eu un énorme éboulement. Et tout est tombé. Là où ils venaient de descendre, tout est tombé. T'imagines? Le coup de bol, quoi. Fantastique. Ils sont restés bloqués 36 heures au fond. Sans eau, sans rien. Ils avaient les masques à gaz. Non, il n'y avait pas de flotte. Et on les a ravitaillés en leur balançant des vivres dans des paquets enroulés avec des matelas. Ça fait partie des risques, hein. Il faut essayer quoi. Avant. Là maintenant la solution elle est idéale, on peut pas trouver mieux. Là. Lui, c'est Rodolfo, dont nous parlait Guy. Il est ingénieur et a construit cette tyrolienne. On descendra sous sa supervision. I think last time we had only one time somebody got blocked once. The rocks that you see there on the wall, some of them are pretty unstable. Yeah. It could be. I mean, then again, I haven't seen it after that time that I actually caused the avalanche with the cable. If it does happen, this is why you have to be careful. If an avalanche happens, you do not have to run. You have to watch from whatever, and you try to miss the rocks. That's the only thing you can do. Okay. It is a dangerous situation. I'm not trying to scare you, but I'm telling you the things the way they are. If you don't feel comfortable and you want to leave, you tell me and I will take you out immediately, okay? Comment tu le sens? Ça met quand même en confiance, c'est bien de se rendre compte parce que jusqu'à maintenant on était un peu tout perdu, on savait pas, on cherchait des infos. Je pense que ça va être hyper intéressant parce que en tout cas moi j'ai pas l'habitude de bosser dans des conditions comme ça. Ça va être ouf mais ça va être compliqué je pense pour nous. En fait c'est toujours ça notre problème parce que quand tu vas faire une aventure et tu as juste ton petit sac et tes équipements ça va. Mais nous on va devoir gérer notre corps, notre vie, notre sécurité et en plus de ça vous fournir des vidéos. C'est un environnement super hostile, hein. On est sur un volcan et on n'est même pas encore à l'intérieur. Du coup il y a beaucoup de mesures de sécurité, surtout sur ce qu'on va faire là, un lac de lave à l'intérieur. Forcément on aura un casque avec minette, on a 2 lampes de poche si une tombe en panne, on a des lunettes pour se protéger des cheveux de pélé en fait. C'est un truc qu'on expliquera un peu plus tard. Vous voyez, et le plus important surtout c'est le masque à gaz. Il y a 5 gaz différents ou moins et ça si tu l'utilises pas tu peux pas respirer, tu as des nausées, tu peux avoir mal à la tête etc. Donc c'est obligatoire. On est en permanence avec un baudrier qui nous permet déjà de descendre et puis il y aura des points d'accroche pour se sécuriser. T'es prêt Étienne? Je suis prêt. Alors c'est bon, je m'équipe et on y va quoi. Allez. L'expédition pour aller voir la lave ne se révèle pas trop difficile physiquement. Il suffit juste de ne pas trop avoir le vertige. Nous allons nous asseoir dans cette tyrolienne reliée à un cap de plus de 300 mètres pour un voyage d'environ 20 minutes de descente. Une fois arrivés dans le cratère, nous allons rester sur une terrasse principale qui nous permettra d'établir un campement, d'évoluer, de manger, de dormir, mais surtout d'observer la lave.
Et pour ça, il y a 3 points d'observation bien précis qui nous permettent d'admirer correctement la lave. Le terrain est assez escarpé et assez dangereux car il y a régulièrement des éboulements sur les côtés. Et aussi le sol peut s'effondrer sous nos pieds quand on approche les bords de la falaise pour observer. C'est pour ça qu'on sera en permanence sécurisé avec des baudriers. En somme, ce n'est pas très compliqué, il faut juste être un petit peu vigilant et ensuite il n'y a plus qu'à profiter du spectacle. Là, il y a le matériel qui vient d'arriver, le matériel qui nous sert à descendre. Donc, vous pouvez voir la gueule du truc. Génératrice avec beaucoup de cordes. Voilà comment ils ont bricolé, ils viennent de le faire. Ils ont raccordé ça sur la génératrice pour pouvoir nous faire descendre. On a dû attendre environ 5 heures que tout le monde descende parce que ça prend du temps. Et là c'est enfin mon tour. Donc c'est parti, on va rejoindre les autres dans le cratère. Alright, c'est parti. Bonne chance. La petite chaise de jardin. Ouais. Ça paraît rien, mais c'est quand même assez impressionnant le départ. Il y a énormément de vent aussi. Donc voilà, on se retrouve en bas quoi. Ok. Bon bah écoutez, c'est parti. On va dans le volcan. Environ 15-20 minutes de descente. Et puis on sera à l'intérieur. Là c'est l'heure du drone, mais il y a beaucoup de vent. Là je prends vraiment conscience de la dimension du cratère. C'est gigantesque. Faut pas avoir le vertige hein. J'ai l'impression de rentrer un petit peu dans le Mordor. C'est ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable comme spectacle. On sent la chaleur. Il y a quand même pas mal de gaz. Beaucoup plus que quand on est au bord du cratère forcément. C'est surréaliste. Wow. Oh, gracias. Bon bah ça y est, on y est. C'est un spectacle complètement dingue. C'est juste sensationnel. On est vraiment dans les entrailles de l'enfer. C'est magnifique. Donc une fois qu'ils seront tous là, on pourra un peu bouger. Mais pour l'instant, il va falloir les attendre qu'ils descendent. Guy, relax, c'est comme un massage. Salut les jeunes. Va descendre. Allez, bonne descente. Ouais, salut les gars. Salut les Allez. Ça va Guy? Ouais, ça va, c'est parfait. C'est très bien. Bon, c'est vrai que je préfère descendre avec des cordes, mais enfin bon, il y a quand même du plaisir de descendre comme ça. Le masque à gaz, je suis pas obligé de le porter tout le temps, hein. Mais le truc c'est que, comme vous le voyez là derrière moi, parfois il y a des gaz qui restent à l'intérieur du cratère et ça irrite la gorge. Tu sens vraiment que c'est pas bon. Du coup, vaut mieux quand même porter le masque à gaz, ça peut causer des maux de tête comme je vous ai dit, etc. Là j'ai des cartouches qui tiennent 4 heures à la plus haute saturation, donc là j'ai une autonomie environ de 8-10 heures, donc voilà, ça devrait aller. Je vous le dis, hein, c'est complètement maso comme atmosphère. C'est la première fois que je fais un volcan et j'adore. C'est très visuel, tout plein d'émotions te traversent, de l'excitation, un petit peu d'appréhension, de peur. Ouais, c'est complètement dingo quoi.
autour de nous là, la partie un peu noire, c'est des cheveux de pélé. C'est ce truc qui est vachement irritant, un peu comme du papier de verre. C'est la sensation, tu le touches, hop, ça rentre dans ta peau, dans tes habits. C'est super irritant, un peu comme des épines de cactus. Tu vois comme il y en a partout autour de nous? Ces filaments viennent en fait directement du lac. Ce sont des gouttelettes de lave qui refroidissent très rapidement tout en s'étirant. Elles tirent leur nom de Pelé, la déesse hawaïenne du feu et des volcans. Ça, ce qu'il y a autour de moi, c'est vraiment un bon exemple pour vous montrer que l'air dans ce volcan est super agressif. En fait, à cause des gaz qui viennent des lacs de lave, l'air est hyper corrosif avec plusieurs gaz à l'intérieur. Et ce que vous voyez autour de moi là, c'était une ancienne structure métallique. Et vous voyez comment elle est aujourd'hui, c'est seulement 1 an après. Elle est complètement rongée, attaquée. À la base, ça c'était du métal. On a l'impression que c'est du bois. C'est tout pété. Attends, je vais faire un exemple. La nuit est tombée très vite et on n'a pas encore pu observer les lacs. Mais les choses sérieuses commencent maintenant. En fait, de jour, c'est pas facile de discerner les lacs à cause de toute la fumée qui s'en dégage. Mais de nuit, le rouge de la lave prend le dessus. Et là, c'est un vrai spectacle. C'est un truc de malade! Première fois que je vois le lac de lave, on a dû attendre que tout le monde soit ici. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je suis sous l'émotion. C'est ouf. C'est ouf. Là, une vue sur les 2 lacs de lave. C'est magnifique. C'est surréaliste. Ce qu'on voit là est exceptionnel. Il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut voir de la lave comme ça en fusion. En ce moment, on compte 6 lacs de lave dans le monde. Mais ça fluctue. Certains se refroidissent, d'autres réapparaissent. Celui-ci avait disparu en 1979, pour réapparaître en 2015. Les mouvements qu'on voit dans cette lave, c'est le dégazage. Le gaz contenu dans le magma en bas qui sort à la surface. Encore maintenant, quand je regarde ces images, je trouve ça hypnotisant. Incroyable, à part ça, on a vraiment l'impression d'être dans une autre dimension, dans un monde parallèle. C'est très étrange l'atmosphère, on croise différents paysages, différents styles de sonores, mais aussi, bon, évidemment, on se prend plein de gaz, etc. C'est peut-être ça qui me fait shooter, je sais pas. Là, je vous vois pas très bien aussi parce que j'ai beaucoup de buée. De nuit comme ça, c'est surréaliste. Qu'est-ce que je te rajoute, Etienne? On se croirait dans un film, regarde là, on voit les petites lueurs rouges un peu. Ouais, bah voilà. Tout là, en fait, c'est le cratère derrière moi. On est sur une corniche et derrière moi, il y a le lac de lave. Je suis très fatigué, on n'a pas dormi, on passe la nuit dans un volcan. Veuillez m'excuser, il y a de l'euphorie et de la fatigue. Voilà comment ça se passe. Un peu de drogue aussi. Oui, c'est les gaz. D'ailleurs, je vais remettre mon masque à gaz. Comida, la carne, ¿dónde está? Ce soir, on mange des petits hot dogs. Let me borrow your knife. Is that a knife too? Yeah. On utilise un couteau Mike Horn. Yeah, good. Mais il s'en fiche. Merci Mike. Merci. Tu mettras le lien dans la description. Ouais, merci Mike Horn de nous permettre de couper ce pain. You know Mike Horn? Huh? Mike Horn. No. What is that? Look. What is that? Him. Explorator. Oh yeah? I know Bear Grylls. Santé. Muchas gracias. Santé Juju. Santé. Oh, il est bien. La fête commence. Okay, are you ready? Everybody's ready? Yeah. Yes. Okay, come over here.
Qu'est-ce que t'as trouvé là alors? Là, on a trouvé notre magnifique place de décollage. On va essayer de voler, mais il fait très nuit comme vous le voyez. Hein. Lumière sous le drone, comme ça, je peux plus facilement le repérer quand il vole et pas me prendre des falaises. On essaye. Oui. Il est comment ce lac? Pour moi, c'est un des 3 plus beaux lacs de la planète, quoi. Ah ouais, carrément, comme ça? Ouais, parce que là, en fait, il y a 2 lacs avec 2 activités différentes, 2 dégazages différents. Et ça nous donne des mouvements, ça donne une ambiance extraordinaire, quoi. Et en même temps, il y a une sensation de sécurité ici, toi. On n'est pas angoissé, on est bien, on regarde, on se fait plaisir, vraiment. T'as vu les gens, tout le monde a des étoiles dans les yeux, hein. C'est extraordinaire, quoi, ici. Voir naître la terre comme ça à ses pieds, c'est fabuleux, quoi. Toi, ça te fait toujours le même effet, ouais. Toujours, moi. Tu pourrais encore rester 4 heures là. Mon premier volcan, il date de 1958, hein, tu te rends compte. Et depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai l'impression d'être un peu chez moi, là, tu vois. Voilà, mon chez moi, c'est ici, quoi. « 2 h du matin et on va dormir 1h30 avant de recommencer. » T'as tout dit, hein, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Je sais pas, t'as toujours des trucs à dire, Jules. Bah vous voyez un campement de très fortune. Il faut dormir, Guy. Hein? Il faut dormir. Ah, je suis bien là. Je n'arrête pas de le dire depuis le début, mais c'est vrai, le cadre ici est vraiment étrange. J'avais jamais connu ça avant. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Ces endroits sont remplis de légendes. À l'époque précolombienne, les aborigènes croyaient que le volcan Masaya était un dieu. Ils lui faisaient des offrandes, dont des sacrifices humains, des femmes et des enfants. Les chefs demandaient des conseils secrets à une sorcière qui apparaissait à l'intérieur du volcan. Elle est décrite comme une vieille femme avec des cheveux longs et hérissés, des crocs acérés et des seins jusqu'à la taille. Puis au XVIe siècle, c'est l'arrivée des Espagnols. Ils y voient une entrée de l'enfer. Ils vont donc ériger cette énorme croix comme protection. Et puis, ils vont aussi croire que la lave est de l'or fondu et vont évidemment essayer d'en prendre. Et on a tous compris que c'est pas la meilleure idée. Voilà, on est de nouveau debout. C'est 4h30, 5h je crois, donc c'est là que le jour se lève comme vous le voyez. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait le matos est mis à très rude épreuve. Il y a tellement de poussière qui rentre. C'est les bagues commencent déjà à faire en les tournant, donc ça c'est pas bon. Il y a du gras un peu partout comme ça. Regardez mon doigt. Pas terrible tout ça, pas terrible. Bon, ça va pour filmer, hein, je pense. On est sur le dernier point d'observation qui est vraiment très proche d'un des lacs de lave. Il y a souvent des bourrasques de chaleur qui arrivent, il y a beaucoup de vent. C'est magnifique. Vraiment, en fait, le point d'observation 1, il est cool. Observation 2, c'est top. Et là, c'est
le grand final. Et voilà, l'aventure touche à sa fin. Je suis vraiment content d'avoir pu vivre et partager ça avec vous. Ça m'intéressait depuis des années de filmer de la lave, mais ce que j'ai vu est bien plus marquant. Cette impression de voir à l'intérieur de la Terre, de la voir naître, c'est juste magique. En faisant cette vidéo, j'ai relu la dédicace que Guy m'avait laissée la première fois qu'on s'est vu. La beauté est parfois si flagrante, si brutale que les mots ne suffisent plus. Maintenant, je comprends complètement ce qu'il voulait dire.